Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer la différence fondamentale entre un esprit startup et un esprit institutionnel. Souvent, quand on parle d'esprit startup, quand on parle de startup, on sous-entend l'esprit startup. Alors que c'est fondamentalement décorrélé. Vous allez voir, on va y revenir, mais on peut avoir une startup avec un esprit institutionnel et une institution avec un esprit startup. Et c'est très important de savoir dans quel cas vous êtes, parce que ça vous ouvre des portes et ça vous en ferme d'autres. Donc mieux vous comprenez votre situation, plus vous allez pouvoir savoir ce que vous allez pouvoir mettre en place. Alors si on commence, l'esprit startup, parce qu'on va quand même le définir, hein, comme l'esprit institutionnel, c'est plusieurs choses. Déjà, l'innovation et l'agilité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la startup a une obligation de rester innovante. Son but, ça peut être de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes. Bref, son but, c'est de constamment se différencier sur le marché. Ça demande pas mal d'agilité et de flexibilité. Donc, c'est récupérer un maximum de feedback pour évoluer extrêmement vite, pouvoir itérer très vite et pouvoir pivoter aux besoins le plus vite possible. En réalité, on part du principe souvent qu'une startup n'a pas encore trouvé son pivot, son market fit, il ne sait pas encore souvent où ils en sont. Ça sera plus concret dans les exemples, je pense, pour vous. Euh, la prise de risque et expérimentation, donc ça va forcément avec, hein, plus on va bouger vite, plus c'est aussi une prise de risque, mais ne pas bouger en est aussi. Ce qui fait que les startups sont prêts à prendre extrêmement de risques, plus ou moins calculés, parfois un peu naïvement, mais pour atteindre un objectif qui est moyen-long terme. Et contrairement à une institution, on y reviendra, qui ne peut pas se permettre un risque, tout simplement un risque considérable pour l'entreprise, l'esprit startup, c'est savoir que pour atteindre l'objectif, le risque, enfin les échecs, font partie du chemin. Une institution ne pourra pas se le permettre, malheureusement, parce que si elle met en péril ce passage-là, c'est une partie de l'entreprise qui est en risque, et ça peut provoquer beaucoup plus de choses que pour une petite entreprise. Mais comme je dis, c'est pas forcément lié directement à la taille, on va encore y revenir. Et surtout, vu qu'on est sur du test, on a une culture de l'expérimentation. On va tester des choses. Comme je disais tout à l'heure, on va aussi récupérer le maximum de feedback pour confirmer. Et justement, on veut confirmer et infirmer ou valider nos hypothèses de départ. Donc chaque hypothèse qu'on va émettre, on va les lancer, on va les voir. Et on le fait par l'expérimentation. On va pas faire des recherches longues, compliquées, etc. Pas passer par des agences qui vont nous faire les recherches pour nous au travers de sondages. On va tester concrètement les choses. On va directement passer voir des clients, leur mettre un outil entre les mains et leur demander est-ce que ça match avec votre besoin. Bon, je résume un peu le trait, mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même dans l'idée, c'est comme ça. Et enfin, on va avoir encore la collaboration et la polyvalence. Alors, j'entends par là que les équipes sont polyvalentes dans le sens où on a souvent, comme on est obligé de bouger très très vite, une personne ne peut pas être dédiée à une seule tâche. Ou en tout cas la grande majorité dans l'esprit startup, chacun va être multicasquette et va pouvoir challenger ses collègues déjà, mais aussi pouvoir établir plein de petites tâches qui ne seraient pas prévues initialement. C'est pour ça que dans une startup, en règle générale, quand vous avez un titre, vous avez été recruté pour une fonction, vous la faites, mais ça peut être moins de 50% de ce que vous faites réellement dans la boîte. Parce qu'il y a un manque de personnel et donc il faut le compenser. Mais comme on fait beaucoup de petits projets, il faut compenser tous ces petits manques, cette explosion de petites tâches qui sont à faire dans tous les sens. Et en règle générale, mais ça c'est pas une règle catégorique, c'est juste plus fréquent, dans une startup on a une hiérarchie horizontale. On n'aura pas des niveaux et des niveaux de manager, de responsable, de directeur, etc. Le but, c'est d'accélérer au maximum la communication entre les équipes, entre les experts, entre tout le monde, pour que ce soit le plus rapide possible. C'est aussi pour ça que c'est difficile à scaler. Euh, mais on va encore y revenir dans l'esprit institutionnel, où justement, comment c'est possible.
Et la motivation et la passion, souvent, c'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui vont pas compter leurs heures, hein, qui vont s'épuiser parfois d'ailleurs, mais c'est extrêmement prenant, mais c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas le profil pour travailler dans ce genre d'environnement, qui peut être autant beaucoup plus stimulant, beaucoup plus positif en termes d'émotion, mais aussi très négatif. Si on a un pic très positif, c'est que souvent dans la vie, on peut avoir l'inverse. Donc ça, on vit beaucoup plus intensément. Et le pic négatif est pas forcément facile à vivre, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens ne supportent pas ce genre de situation. Parce que si on parle juste du positif, oui, tout le monde est content d'avoir des bonnes nouvelles, ce serait facile. Ce serait, très clairement, là, ce serait un peu, un peu trop beau. Et oui, quand j'ai la motivation et passion, il y a surtout la vision partagée, le fait que tout le monde soit passionné, en général de la même chose ou de choses légèrement transverses. En tout cas, la vision est plus ou moins partagée. Et le plus dur à accepter dans ce genre de choses, c'est le pivot. Faire un pivot dans une startup, si tout le monde est aligné dès le début, c'est génial. Si des gens sont passionnés par tel produit exactement qu'on est en train de faire, s'il faut commencer à pivoter, ça peut être un peu compliqué. Mais là, c'est l'esprit entrepreneur qui doit prendre le pas et réussir à pivoter. Mais bon, là, je digresse un petit peu. Passons à l'esprit institutionnel. Alors, pour le coup, en général, on l'associe à des grandes institutions, typiquement gouvernementales, typiquement une grosse société de 10 000 personnes et 2 000 employés, etc. En fait, ce qu'on entend derrière, c'est surtout de la stabilité, une structure stable. Donc ça tombe bien, c'est le titre, stabilité et structure. On cherche à avoir un processus qui est établi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les processus de l'entreprise, on a des process qui ont été, donc on a des listes, des tâches, enfin des documents à rallonge pour expliquer comment ça marche. Alors, le pourquoi pas toujours, mais comment il faut que ça marche. Parce que tout le long du processus, tout le long de l'évolution de l'entreprise, on a eu des problèmes. Donc on a changé nos procédures pour éviter les problèmes, les limiter au maximum et optimiser, enfin diminuer les risques possibles pour derrière avoir un maximum de gains. Malheureusement, enfin malheureusement, non, c'est pas forcément malheureusement, mais souvent pour le coup, on réduit les revenus potentiels pour au contraire remonter les risques, ce qui veut dire que c'est pas toujours pour augmenter les revenus, c'est juste pour diminuer les pertes. Et donc ça passe par une hiérarchie qui est souvent plus lourde, une hiérarchie qui va être, bon, elle est claire. Il y a souvent une clarté dans le nom des rôles de chacun. Chacun va avoir un poste, un périmètre, une chose à faire. Donc c'est beaucoup moins confus qu'une une startup où justement telle chose à faire, qui va le faire? Mais en fait, il y a déjà machin et machin qui sont en train de le faire. Eric et Bob sont déjà en train de travailler dessus, mais ils savent même pas eux-mêmes. Bon, là c'est peut-être un manque de communication. Mais donc c'est extrêmement clair. Les éléments qui sont donnés vont être donnés par la hiérarchie pour maîtriser qui fait quoi, sur quoi, comment. Donc il y a une vraie maîtrise de ce qui est. Mais c'est aussi, donc bon, on revient encore à la gestion des risques et conformités, c'est vrai que j'ai déjà un petit peu spoilé ce passage-là. Il y a une grosse aversion au risque dans les grandes entreprises. On ne peut pas se permettre de détruire une partie de ce qui a été fait. Là où en startup, enfin en esprit startup en tout cas, on peut se le permettre sans problème. Non, pas sans problème. Mais on peut faire un pivot à 180 degrés. Euh, un service complet n'a plus de sens, c'est pas grave. Les gens, on va trouver de quoi leur faire faire. Et puis au pire, on devra se séparer de quelqu'un. C'est pas dramatique en soi. C'est enquiquinant, ça clairement. Mais dans un esprit institutionnel, eh ben, on ne peut pas se permettre de quitter, de fermer un service. Il faut qu'ils soient tous rentables d'une manière ou d'une autre. Donc on va diminuer au maximum les risques, et c'est pour ça qu'un recrutement en institution est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne veut pas prendre le risque sur les personnes. Sur une startup, au pire, il fait pas l'affaire, il va pas rester très longtemps, pas dramatique. Dans une institution, on va potentiellement mettre 2, 3, 4, 5 fois plus de temps, voire même 8 fois plus de temps pour recruter quelqu'un.
Donc les conformités et régulations, on est beaucoup plus au fait aussi au niveau légal de tout ce qu'il faut suivre, parce que souvent il y a un périmètre qui est beaucoup plus grand aussi, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de monde. Typiquement, vous avez un nombre d'employés qui est souvent plus élevé, donc il va y avoir des syndicats à gérer, il va y avoir une légalité souvent beaucoup plus forte dans le sens où déjà on va être plus proche des lois directement, on va peut-être avoir même des accès au maire pour des limitations, des problématiques géographiques et légales. Enfin, j'ai même pas enfin, j'ai même plus d'exemples tellement c'est large comme sujet. Mais si je passe à la suite, la spécialisation, donc contrairement à avant, on était plutôt polyvalent, en institutionnel, on va avoir énormément besoin, comme je disais, d'un périmètre le plus distinct possible, donc d'experts sur chaque sujet. Plus on a besoin d'experts en startup, hein, bien sûr, mais il faut qu'il soit quand même, malgré tout, qu'il puisse faire d'autres choses. Là, on demande à quelqu'un, spécialise-toi pendant potentiellement 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es le meilleur sur le sujet, ou tu le seras en tout cas, tu as le temps de le faire, tu ne fais que ça, tu ne vois quasiment pas le reste, et donc oui, il va, alors clairement, vous aurez comme ça des personnes qui sont extrêmement fortes, qui seront extrêmement calées sur leur sujet, et qui vont pouvoir produire et d'une efficacité sans nom. Super. Mais ça nous dit aussi qu'ils ont un rôle extrêmement défini. Ils ne sont alors bloqués, oui, ils sont un peu bloqués à ce périmètre-là. Ils le font très très bien et vous savez que vous l'avez à dispo en cas de besoin. Par contre, si vous n'avez plus besoin sur ce cas-là, eh ben, vous n'avez plus de travail à donner. Donc c'est aussi à vous de vous forcer à toujours avoir de la matière à lui faire faire. La culture et l'amélioration continue, donc ça c'est l'amélioration continue bien sûr. On se concentre toujours sur l'optimisation des process. On est plus à améliorer le process, tous les process, hein, que ce soit le process de, je sais pas, de vente, de création, d'établissement des nouvelles fonctionnalités, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, marketing, enfin, tous les sujets. On veut améliorer les processus de mise en place, de mise en avant, de mise tout. Là où en startup, en esprit startup, on sera beaucoup plus euh, à la recherche de l'amélioration de la relation client, par exemple, de l'amélioration du produit en lui-même. Ce qu'on veut, c'est en fait trouver le pivot qui va bien. Donc, ce qu'on veut, c'est comprendre le besoin. Alors que là, on est à limiter les risques. Donc, on veut améliorer typiquement l'onboarding d'un client. L'onboarding d'un client dans une startup, souvent, c'est un brouillon. C'est tiens, j'ai oublié de faire ça sur celui-là, j'ai oublié de faire ci. Alors maintenant, là, je l'ai fait bien, mais là, j'ai fait ça en plus, et en fait, ça marchait bien. Non, dans une institution, c'est pas ça. Dans une institution, c'est on a un cadre. Alors, il s'inscrit à telle date. On va faire ça, 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 ça à D plus 1. Il va falloir l'accueillir, lui dire bonjour, lui expliquer les choses, lui proposer le support. Tout est pratiquement chronométré. L'onboarding est extrêmement strict. Et en sortir est compliqué. Mais c'est aussi ce qu'on veut. On veut limiter les risques, donc on veut que tout le monde ait la même expérience exactement, etc. Donc on veut maîtriser, maîtriser, maîtriser. Et enfin, le dernier point que je voulais dire, c'était l'innovation à grande échelle. Alors, bien que on est beaucoup plus lent à innover qu'un esprit startup, en même temps, comme on dit, comme on limite beaucoup les risques, forcément, on retient un peu les rênes pour l'innovation, mais on a toujours des pôles, ce qu'on appelle de R&D, de recherche et développement. Sauf que c'est des R&D, des recherches qu'on va faire euh, pour, pour pouvoir le déployer directement à grande échelle. Là où la startup va juste faire un petit test, un petit MVP, le tester avec des clients, avoir des retours. Là, on va faire des recherches potentiellement lourdes, 1 an, 2 ans, 4 ans, et on va le mettre en place d'un seul coup partout. Ou alors un petit projet qui va déjà impacter, je sais pas, 100, 200 clients, puis on va impacter à 1000 clients d'un seul coup. Bref, on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc j'ai des exemples concrets pour vous après. Alors c'est là où s'il y a encore des doutes pour vous, je vais quand même vous mettre un petit tableau comparatif. Alors, je sais pas si ce sera bien lisible. Hop, j'espère. Ça résume en peu presque ce que je viens de dire. Je vais juste vous remonter, hop, les règles. Ouais, bon. Et je vais aussi vous expliquer un peu les exemples. Donc, et je vais rechercher des contre-exemples, des startups
avec un esprit institutionnel et des grandes entreprises avec un esprit startup. C'est toujours intéressant d'avoir justement le mixte. Donc par exemple, Stripe, qui est bon, une des applications bancaires les plus utilisées sur Internet, et de très très loin. C'est ouais, c'est vraiment un incontournable aujourd'hui. Donc si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas dû travailler encore sur des paiements en ligne. Ils ont un esprit totalement institutionnel. Alors après, ils travaillent dans le bancaire aussi, ce qui impose aussi beaucoup de procédures, qui impose aussi d'avoir une relation avec les règles quasiment de chaque pays à niveau comptable. Donc autant légal, comptable que financier, que tout ce que vous... Clairement, ils ont un environnement qui les pousse à être extrêmement rigoureux. Et pour le coup, ils ont une relation qui est extrêmement définie. Ils ont des conformités à n'en plus finir, ce qui est un peu normal aussi. Donc ça reflète très très bien l'esprit institutionnel qu'on peut avoir. Alors que pourtant, ils n'ont pas eu. J'ai plus le nombre d'employés qu'ils ont, mais ils étaient très peu nombreux, surtout au début. Euh, il leur a fallu un peu de temps. Et on aurait pu très longtemps les considérer comme une startup, alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout l'esprit qui va avec. Si je vous prends Palantir, il est relativement connu aussi. Il développe des logiciels de base enfin, de gestion de données pour des organisations gouvernementales et des grandes entreprises principalement. Donc c'est, enfin voilà, faut monter un petit peu pour en avoir besoin. Mais malgré son statut de startup, donc ils ont été, alors j'aurais dû marquer le nombre d'employés de chacun en fait. C'est un petit peu facile pour noter le côté startup. Mais ils ont réussi, avec très peu d'employés, à avoir une solution qui est très forte, très rapidement, et surtout avoir les bons contacts qui allaient bien. Ils opèrent donc avec des processus qui sont extrêmement structurés, et surtout une hiérarchie clairement définie, donc on retrouve les mêmes éléments que pour Stripe, hein, finalement. Et bah, surtout parce que pour les mêmes raisons, l'environnement qu'ils ont, qui est beaucoup gouvernemental, dans le secteur de la défense, on a l'obligation d'avoir des procédures qui rassurent un institutionnel. Donc on est obligé d'avoir l'esprit qui va avec. Si je vous prends SpaceX, qui a un peu moins de relations, enfin ils ont quand même pas mal de relations avec le gouvernement, mais ils sont quand même relativement aussi, ils sont reconnus comme une start-up en règle générale, même si leur nombre d'employés, je crois, a dépassé la centaine. Bon, après, voilà, chacun n'est pas forcément d'accord sur la définition d'une startup. Ça pourrait être intéressant de le faire un jour. Qu'est-ce que c'est qu'une startup? Qu'est-ce que c'est qu'une. Parce qu'entre la PME, enfin startup, TPE, PME, etc. Les définitions légales, c'est une chose, les définitions réelles en sont encore une autre. Mais voilà, si je prends le SpaceX, bien que c'est des pionniers, hein, dans le spatial, je pense qu'on ne peut pas trop le nier, vu comment ils ont remplacé l'envoi, même vers l'ISS par exemple, en tant que privé. Pourtant, c'était assez inattendu au début, mais bon, bravo à eux. Et bref, ils ont quand même des normes de sécurité et de conformité qui sont très fortes. Encore une fois, hein, on va pas, toujours pareil, hein, l'environnement elle joue beaucoup plus finalement que réellement l'entreprise. Il faut faire le pivot pour trouver, bah, pour matcher avec son marché. Mais elle possède une structure qui est extrêmement solide, et des processus, oui, hein. En même temps, pour envoyer une fusée, il y a quelques règles à suivre, et surtout, il faut respecter, même s'ils sont relativement rapides à changer des procédures, ils ont quand même un fort lien à mettre à jour la procédure plus que le matériel qui va derrière. La procédure de test, la procédure de lancement, la procédure de vérification, la procédure de mise en place d'une nouvelle fonctionnalité, etc., etc. C'est vraiment la procédure qui va être mise en avant et qui va être visible. Si je vous prends donc les contre-exemples de grandes entreprises avec un esprit startup, alors ce ne sera pas le cas pour toute l'entreprise, mais souvent pour soit sa culture globale, mais ça ne veut pas dire tous les départements, soit ça va être soit ça va être un département particulier qui garde une un très bon esprit startup. Donc si je vous prends Alphabet, bon, que tout le monde connaît sous le nom de Google, hein, ils se sont renommés il y a quelques années. Ils gardent chaque département totalement autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand dirigeant qui va, etc. Il peut y avoir des pressions, hein, mais il n'y a pas vraiment d'ordre donné, de gestion donnée de très haut niveau. Donc on reste sur une hiérarchie qui est relativement horizontale.
Je dis relativement parce qu'il y a quand même une petite hiérarchie, mais comme je dis, il y a relativement peu de pression qui viennent de là. Et donc chaque département est plus ou moins autonome et ils cherchent à avoir une culture de l'innovation. D'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent beaucoup en avant aussi, hein. Forcément, ça c'est aussi plus vendeur. Et ils travaillent de manière extrêmement agile. Alors l'agile, c'est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose dans les faits parce que personne ne le comprend de la même manière. Il faudra que j'en fasse une vidéo un jour pour expliquer ce que c'est que l'agilité. Et c'est, mais pour la faire très très courte, c'est désobligeant à quel point aujourd'hui les entreprises ont retenu le vocabulaire agile, mais n'ont rien compris à la méthodologie agile. Je dis pas que ça résout tout, hein, c'est clairement pas miraculeux, mais c'est vrai que ça emmène quelques problèmes si on ne comprend pas la méthodologie qui est derrière, la philosophie qui va derrière. Ils ont typiquement chez Google le programme 20% Time qui permet aux employés en fait de travailler sur le projet qu'ils souhaitent pendant 20% de leur temps au travail. Donc c'est ce genre de petites choses qui veulent vraiment pousser à l'innovation. Ça ne remet pas en cause toute l'entreprise, mais ça peut, mais on peut travailler comme ça sur des petits éléments, des petits POC qu'on peut intégrer assez rapidement finalement dans les projets. Donc ça c'est des petits détails, mais c'est un petit détail qui est beaucoup mis en avant. Donc si vous ne connaissiez pas, c'est cadeau. Euh, et forcément, les autres entreprises que je vais trouver, c'est aussi Amazon. Amazon qui est toujours, alors pas dire sur le pentraid, mais tu essayes de toujours être sur le rasoir. Ce que Jeff Bezos a fait, et qui est pas miraculeux, mais qui est extrêmement compliqué, c'est qu'il considère que si le département, c'est pas l'entreprise, c'est le département fait des bénéfices, c'est qu'elle n'a pas assez investi. Je vous laisse potasser ça, c'est pas facile. Il y a quand même une sacrée prise de risque, mais c'est aussi pour ça qu'ils travaillent énormément sur la qualité du service. Ils ont aussi une très 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 grosse une grosse expérience de récupération du feedback pour améliorer leurs outils, ce qui est totalement encore une fois un indicateur d'esprit startup. Mais ils ont aussi peut-être l'un des plus connus, c'est le Two Pizza Teams. Donc si deux pizzas ne peuvent pas nourrir une équipe, c'est qu'il y a trop de monde dans l'équipe. Donc il faut découper l'équipe et avoir une équipe plus petite, plus indépendante et une structure finalement beaucoup plus bon, j'ai encore utilisé le mot, mais une structure plus agile, plus flexible au final. Si je vous prends Netflix, bon, on va avoir la même chose entre Netflix et même Steam. Steam, on est sur totalement une hiérarchie qui est horizontale. Et il y a même une blague interne à l'entreprise qui dit que si quelqu'un se présente comme étant un manager, foutez-le à la porte. Il n'y a pas de manager. Voilà, c'est une petite blague qui est racontée, mais c'est pour montrer à quel point, oui, là, c'est fondamental, c'est assumé. Tout le monde peut travailler sur quasiment n'importe quel projet. Il y a quelques conditions quand même à droite à gauche. Et bien sûr, pas trop de monde sur un projet simultanément. Mais n'importe qui peut dire, tiens, je change de département et finalement je vais travailler sur le projet d'à côté. Donc s'il y a des passionnés, s'il y a des motivations, c'est nickel. S'il y a moins de motivation, le projet se casse la gueule, c'est pas grave, c'est assumé, ça fait partie des échecs. Et les échecs, c'est pas forcément extérieur, ça peut être intérieur aussi. Et Netflix, pour la faire très très courte, bon, entreprise de, oui, Steam, j'ai même pas dit, c'est pour donc, surtout la plus grosse plateforme de téléchargement, d'hosting de jeux vidéo. Là où Netflix est actuellement le leader en termes de streaming vidéo. Enfin, streaming vidéo. Streaming de films et de séries. Parce que streaming vidéo, je crois que YouTube est encore loin devant. Et Netflix a une culture axée sur l'innovation et l'adaptabilité à fond. Elle encourage la prise de risque et tentation. Ses décisions sont souvent basées sur des données de feedback rapide. C'est-à-dire qu'ils ont une palanquée de feedback, mais aussi d'indicateurs pour remonter autant la partie consciente des utilisateurs que la partie inconsciente. C'est à ça que servent les indicateurs, c'est essayer de récupérer une petite vision que même les utilisateurs ne savent pas. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, hein, il y a toujours une abstraction et forcément un côté erroné. Mais c'est toujours intéressant à avoir en plus pour compléter, confirmer ou pas. Euh, avec ça, j'ai fait à peu près fait le tour. Donc, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous ce que ça peut être qu'un esprit institutionnel, ce que ça peut être qu'un esprit startup. Et surtout, j'espère que ça peut vous montrer beaucoup plus ce que vous
pourrez vouloir atteindre, que vous pourriez vouloir atteindre, ou alors ce qui est plus facile de faire dans votre cas, selon votre contexte, selon votre vision, qu'est-ce qui est compatible. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut.